Septième partie de La Belle et la Bête. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La Belle et la Bête, de Gabrielle Suzanne de Villeneuve, septième partie. Plusieurs fois elle se réveilla. Plusieurs fois elle se rendormit. Et les amours ne voltigèrent point autour de son lit. Pour tout dire, au lieu d'une nuit pleine de douceur et d'innocent plaisir, qu'elle avait compté de passer dans les bras du sommeil, cette nuit fut pour elle d'une longueur extrême et remplie d'inquiétude. Dans le palais de la bête, elle n'en avait point eu de pareil, et le jour qu'elle vit paraître, avec une sorte de satisfaction et d'impatience, vint à propos la décharger de ses cruels ennuis. Son père, enrichi des libéralités de la bête, pour être à portée de procurer des établissements à ses filles, avait quitté le séjour de la campagne. Il demeurait dans une très grande ville où sa nouvelle fortune venait de lui procurer de nouveaux amis, ou plutôt de nouvelles connaissances. Parmi les personnes qu'il voyait, bientôt le bruit se répandit que la plus jeune de ses filles était de retour. Tout le monde marqua un égal empressement pour la voir, et chacun fut aussi charmé de son esprit que de sa personne. Les jours tranquilles qu'elle avait passés dans son palais désert, les innocents plaisirs qu'un doux sommeil lui prodiguait sans cesse, mille amusements qui s'étaient succédé pour que l'ennui n'entrât pas dans son cœur, enfin toutes les attentions du monstre avaient contribué à la rendre encore plus belle et plus charmante qu'elle ne l'était quand son père la quitta. Elle fit l'admiration de ceux qui la virent. Les amants de ses sœurs, sans daigner colorer leur infidélité du moindre prétexte, en devinrent amoureux, et attirés par la force de ses charmes, ils ne rougirent point d'abandonner leur première maîtresse. Insensible aux attentions trop marquées d'une foule d'adorateurs, elle ne négligea rien pour les dégoûter et pour les faire retourner à leurs premiers objets, et malgré tous ses soins, elle ne fut pas à l'abri de la jalousie de ses sœurs. Ses amants volages, loin de dissimuler leur flamme nouvelle, tous les jours inventaient quelque fête pour lui faire leur cour. Ils la supplièrent même de donner un prix qui pût animer les jeux qu'ils voulaient faire en son honneur. Mais la belle, qui ne pouvait ignorer le chagrin qu'elle causait à ses sœurs, et qui ne voulait pas entièrement refuser la grâce qu'on lui demandait avec tant d'insistance et d'une façon si galante, trouva le moyen de les contenter tous, en déclarant que ses sœurs et elle donneraient successivement les prix dus au vainqueur. Ce qu'elle promettait n'était qu'une fleur ou quelque chose de semblable. Elle laissait à ses aînés la gloire de donner à leur tour des bijoux, des couronnes de diamants, de riches armes et des bracelets superbes, présents que sa main libérale leur fournissait et dont elle ne voulait pas se faire honneur. Les trésors que le monstre lui avait prodigués ne lui laissaient manquer de rien. Elle faisait part à ses sœurs de tout ce qu'elle avait apporté de plus rare et de plus galant. Ne donnant rien par elle-même que des bagatelles et leur laissant le plaisir de beaucoup donner, elle comptait engager cette jeunesse à l'amour autant qu'à la reconnaissance. Mais ses amants en voulaient à son cœur, et ce qu'elle leur donnait leur était plus précieux que tous les trésors que lui prodiguaient les autres. Les plaisirs qu'elle goûtait au milieu de sa famille, quoique beaucoup inférieurs à ceux dont elle jouissait chez la bête, l'amusèrent assez pour ne pas s'ennuyer. Cependant, la satisfaction de voir son père qu'elle aimait tendrement, l'agrément d'être avec ses frères, qui par 100 façons différentes s'étudiaient à lui marquer toute l'étendue de leur amitié, et la joie de s'entretenir avec ses sœurs, qu'elle aimait, quoiqu'elle n'en fût pas aimée, ne purent l'empêcher de regretter ses agréables rêves. Son inconnu, quel chagrin pour elle, dans la maison de son père, ne venait plus au milieu de son sommeil lui tenir les plus tendres discours. L'empressement que lui marquaient les amants de ses sœurs ne la dédommageait point de ce plaisir imaginaire. Quand elle eût été même de caractère à se flatter de pareilles conquêtes, elle savait mettre une grande différence entre leurs attentions à celles de la bête et de son aimable inconnu. Leurs assiduités ne furent payées que de la plus grande indifférence, mais la belle, les voyant malgré ses froideurs opiniâtres, attachées à vouloir tous à l'envi lui prouver un amour le plus passionné, crut devoir leur faire connaître qu'ils perdaient leur temps. Le premier qu'elle essaya de détromper fut l'amant de son aînée, à qui elle apprit qu'elle n'était venue dans sa famille que pour assister au mariage de ses sœurs, surtout à celui de son aînée, et qu'elle allait prier son père d'en hâter l'exécution. La belle ne trouva pas un homme épris des appas de sa sœur. Il ne soupirait plus que pour elle,
et froideur, dédain, menace de repartir avant les 2 mois expirés, rien ne fut capable de le dégoûter. Fort affligée de n'avoir pas réussi dans son projet, elle tint le même discours aux autres qu'elle eut le chagrin de trouver dans de pareils sentiments. Pour comble de tristesse, ces injustes sœurs qui la regardaient comme une rivale conçurent contre elle une aversion qu'elles ne purent dissimuler. Et pendant que la belle déplorait le trop grand effet de ses charmes, elle eut encore la douleur d'apprendre que ces nouveaux soupirants, dans l'idée qu'ils se nuisaient et qu'ils étaient cause l'un pour l'autre qu'aucun ne fût favorisé, voulurent par la plus grande extravagance se battre. Tous ces désagréments lui firent former le dessein de partir plus tôt qu'elle ne l'avait résolu. Son père et ses frères ne négligèrent rien pour la retenir, mais esclaves de sa parole, fermes dans sa résolution, les larmes de l'un et les prières de l'autre ne purent la gagner. Tout ce qu'ils obtinrent, c'est qu'elle différât son départ autant qu'elle put. Les 2 mois étaient écoulés, et tous les matins elle formait la résolution de dire adieu à sa famille sans avoir la force de prendre congé d'elle le soir. Combattue par des sentiments de tendresse et de reconnaissance, elle ne pouvait pencher vers l'une qu'elle ne fît injustice à l'autre. Au milieu de ces embarras, il ne fallut pas moins qu'un rêve pour la déterminer. Elle crut être, en dormant, au palais de la bête, et se trouvant dans une allée écartée, au bout de laquelle était un fort rempli de broussailles qui cachait l'ouverture d'une caverne, d'où sortaient des gémissements effroyables, elle reconnut la voix de la bête. Elle y courut pour la secourir. Ce monstre qui lui parut dans son rêve étendu par terre et mourant, lui reprocha que c'était elle qui l'avait mise en ce triste état, et qu'elle n'avait payé son amour que de la plus noire ingratitude. Elle vit ensuite la dame qu'elle avait déjà vue en dormant, et qui lui dit d'un air sévère qu'elle était perdue pour peu qu'elle tardât encore à remplir ses engagements, qu'elle avait donné sa parole à la bête de revenir dans 2 mois, qu'ils étaient expirés, que tardant un jour de plus, cette bête allait mourir, que le désordre qu'elle causait dans la maison de son père, la haine de ses sœurs, devaient l'engager à partir, d'autant plus volontiers que dans le palais de la bête, tout se réunissait pour lui faire plaisir. La belle, effrayée de ce rêve, et craignant d'être la cause de la mort de la bête, se réveilla tout d'un coup, et fut sans tarder déclarer à toute sa famille qu'elle ne voulait plus différer son départ. Cette nouvelle causa différents mouvements. Le père laissa parler ses larmes, les fils protestèrent qu'ils ne la laisseraient pas partir, et les amants au désespoir jurèrent de ne point désemparer sa maison. Les filles seules, loin de paraître affligées du départ de leur sœur, ne firent que louer sa bonne foi, se parant même de cette vertu, elles osèrent assurer que si, comme la belle, elles eussent donné leur parole, la figure de la bête ne les ferait pas balancer sur un si juste devoir, et qu'elles seraient déjà de retour à ce palais merveilleux. C'est ainsi qu'elles voulaient déguiser la cruelle jalousie qu'elles avaient dans le cœur. Cependant, la belle, charmée de leurs sentiments apparents de générosité, ne pensa plus qu'à convaincre ses frères et ses amants de l'obligation dans laquelle elle était de s'éloigner d'eux. Mais ses frères l'aimaient trop pour pouvoir consentir à son départ, et les amants trop épris ne pouvaient entendre raison. Les uns et les autres, ignorant par quelle voie la belle était arrivée chez son père, et ne doutant pas que le cheval qui la première fois l'avait portée au palais de la bête ne vînt la chercher, résolurent tous ensemble d'y mettre obstacle. Les sœurs, qui n'avaient que les apparences d'une prétendue bonne foi, pour cacher la joie qu'elles ressentaient en elles-mêmes, en voyant le moment du départ de leur sœur approcher, craignaient plus que la mort qu'ils n'en retardassent l'exécution. Mais la belle, ferme dans sa résolution, sachant tout le devoir l'appelait, et n'ayant plus de temps à perdre pour prolonger les jours de la bête sa bienfaitrice, prit, dès que la nuit fut venue, congé de toute sa famille et de ceux qui s'intéressaient à sa destinée. Elle les assura que quelque attention qu'ils eussent pour empêcher son départ, elle serait chez la bête le lendemain matin avant qu'ils fussent éveillés, que toutes leurs mesures seraient inutiles, et qu'elle voulait retourner dans le palais enchanté. Elle n'oublia pas en se mettant au lit de tourner sa bague. Son sommeil fut long, et elle ne se réveilla que lorsque sa pendule sonnant 12 heures lui fit entendre son nom en musique. À ce signe, elle connut que ses souhaits étaient accomplis. Quand elle eut marqué qu'elle ne voulait pas dormir, son lit fut environné de ses bêtes qui s'étaient empressées à la servir. Toutes lui témoignèrent la satisfaction qu'elles avaient de son retour, et lui firent connaître la douleur que leur avait causée